Let's go. I don't think they're ready for this one. Dark child, I like that. Sommes-nous face à du déjà-vu ou à un chef-d'œuvre à part entière? Look at that. Cette question a été au bord de toutes les lèvres lors de sa première diffusion, que ce soit par ses arrangements musicaux, que ce soit par la proposition de ce court-métrage. Cette chanson fait partie de celles qui divisent les fans. Got this. This girl is dangerous. Man, come on. Souvent perçue comme une chanson sans originalité pour les plus anciens, mais comme un vrai banger musical pour les plus jeunes d'entre nous. Il est temps aujourd'hui de répondre enfin à cette question et c'est pour ça qu'on va parler aujourd'hui, enfin parler que dis-je, on va décortiquer le titre You Rock My World. Dans cette vidéo, nous reviendrons sur la création de la chanson, sa conception, l'accueil du morceau, son court-métrage et bien évidemment, nous allons voir le regard qui se porte aujourd'hui sur la chanson près de 20 ans après sa sortie. Oh my god, Chris, that's it. That's the... Mais pour commencer, je vous propose de faire un bref récapitulatif du contexte dans lequel va sortir la chanson, sachant qu'elle devait lancer le nouvel album de Michael Jackson, Invincible, mais je ne vais pas trop m'attarder étant donné que la vidéo sur l'album est déjà disponible. Contraint par sa maison de disques Sony et son contrat qui le lie, Michael Jackson doit livrer un nouvel album. Étant toujours à la recherche de nouveaux talents, cette fois-ci, Michael s'adresse à un producteur déjà dans la vibe musicale de la fin des années 90, le producteur Rodney Jerkins que son ami Carol Bayer-Sager va lui présenter. Celui-ci est un grand admirateur du travail de Teddy Riley sur les productions de Michael Jackson et va s'en inspirer de près. Il reprend par exemple les structures de la chanson Remember the Time pour composer le tube de Monica et Brandy, The Boy Is Mine, qui reprenait d'ailleurs le concept de Michael Jackson et Paul McCartney avec The Girl Is Mine. Il utilisera également la même recette pour composer le titre If I Told You That de Whitney Houston, qui devait initialement être un duo avec Michael Jackson. Michael aime ce qu'on lui propose et accepte d'enregistrer le titre, mais malheureusement, des fuites vont diffuser le morceau, ce qui va refroidir totalement le roi de la pop, lui qui tenait tant à créer l'effet de surprise, surtout qu'on le sait, Michael adorait lancer des promos d'albums avec des duos, même si le titre n'était pas prévu pour Invincible. Il s'efface alors du projet et Whitney Houston enregistre une version solo présente sur l'album My Love Is Your Love et une autre version en duo avec George Michael pour les radios et le clip vidéo. Rodney Jerkins, déçu que ce projet n'aille pas au bout, veut pouvoir trouver une autre chanson inspirée de la même veine qu'il va pouvoir proposer à Michael Jackson. Il fait appel à son équipe de production Fred Jerkins III, Losho Daniels et Nora Paines pour se pencher sur un nouveau morceau avec un cahier des charges simple. La chanson doit être R&B, doit reprendre les structures du New Jack Swing en reprenant la base de Remember the Time et surtout doit offrir une espèce de mise à jour et de renouveau pour Michael Jackson. L'équipe se donne à fond pour enfin proposer le morceau à Michael qui enregistre la chanson en 1999 entre New York et Los Angeles. Et pour donner une vibe supplémentaire à la chanson, Michael décide d'enregistrer une introduction, une sorte de dialogue avec son ami Chris Tucker pour introduire l'idée qui va introniser la chanson. Un dialogue qui sera d'ailleurs repris pour l'idée du court-métrage. Mais ça, on en parle un peu plus tard. Neverland, you can't. I can get her. All right, come on then. Come on. Watch. Si on prend le temps de décomposer la chanson, on comprend que sa réalisation est une succession d'ingrédients que Michael avait déjà utilisés par le passé. Une inspiration directe et totalement assumée de Remember the Time, une introduction parlante qu'il avait déjà faite pour I Just Can't Stop Loving You, on a également une ligne de basse décrescendo qu'il avait déjà repris pour Get on the Floor, et tout ceci agrémenté des technologies actuelles, et le fait de reprendre un petit peu cet ancien peut être à la fois excellent, mais également très mauvais. C'est à double tranchant. Bing bang. Cela donne un aspect jeune au morceau qui est uniquement composé de synthétiseurs, mais perd en saveur, n'offrant pas la qualité artisanale des instruments de musique. La chanson est prête et validée pour apparaître sur la tracklist de l'album. Mais Michael s'intéresse à son titre Unbreakable pour être le premier single à promouvoir l'album.
Voulant comme toujours offrir une expérience visuelle et frapper fort avec le message du titre, revendiquant sa volonté d'être indestructible et que personne ne peut atteindre le King of Pop. Et l'ironie du sort, c'est que Tommy Mottola va faire barrage et briser les ambitions de l'artiste. Il impose à Michael de laisser tomber ses projets avec Unbreakable et veut que You Rock My World soit le titre de lancement. Et ce que je vais vous dire là n'engage que moi et reste dans le cadre de la suspicion. Mais si on admet que Tommy Mottola voulait saboter la promotion d'Invincible, on peut très bien imaginer qu'il privilégiait You Rock My World tout simplement parce qu'il voyait en ce titre une redite de ce que Michael avait déjà fait et qu'il se dit que s'il proposait ce titre en premier opus, alors le public se lasserait assez vite de ce qu'allait proposer Michael. Mais j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une lecture de ma part et aucunement un fait avéré. Vous pouvez d'ailleurs me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et pour couronner le tout, la radio KTU fait fuiter le morceau et le diffuse sur ses ondes avec une qualité médiocre. Michael, piégé par cette fuite, n'a d'autre choix que de céder à Mottola You Rock My World en premier single pour préserver au mieux la surprise de son nouvel album. Il décide donc de mettre en chantier un court-métrage autour de la chanson, mais là ça va également être la douche froide car Mottola gèle le budget et propose très peu de moyens à Michael. C'est donc dans la hâte que Michael confectionne le squelette de son clip en reprenant un peu les prémices de l'élaboration de la chanson, c'est-à-dire faire du recyclage. Michael reprend le concept qu'il voulait utiliser pour un éventuel clip vidéo pour la chanson Dangerous avec cette ambition de mafieux gangster qui n'est clairement pas sans rappeler ce qu'il avait proposé sur Smooth Criminal et sur ses différentes prestations scéniques de Dangerous. Mais également reprendre le fil narratif de ce qu'avait proposé son clip de The Way You Make Me Feel, courant après une fille qui n'a guère d'intérêt pour lui, tout du moins au début. Pour la réalisation du clip, Michael se paye les services du jeune réalisateur Paul Hunter qui a déjà fait ses preuves dans le milieu, ayant déjà travaillé pour les vidéos de Notorious Big, Christina Aguilera ou encore D'Angelo. Il a d'ailleurs été récompensé à plusieurs reprises au MTV Video Music Award. Michael oriente son court-métrage sur une structure scénarisée d'à peu près 14 minutes et comme à son habitude, il veut pouvoir faire intervenir ses amis et mettre en scène des acteurs qui ont la cote. Et comme je vous le disais plus tôt, ayant déjà enregistré l'introduction de la chanson, c'est Chris Tucker qui est choisi pour être l'acolyte de Michael Jackson. Michael avait déjà repéré l'acteur en visionnant le film Rush Hour sur cette scène emblématique où il imite le chanteur. Et Chris Tucker se souvient parfaitement de ce coup de téléphone. C'est Chris Tucker? J'ai dit oui, c'est qui? Il a répondu c'est Michael Jackson. J'ai dit « Oh, salut Mike !» Et il a répondu « Je voulais juste t'appeler pour te dire que j'ai vu ton film Rush Hour 2 et que tu frappes avec la mauvaise jambe. » D'ailleurs, les circonstances de la rencontre entre Jackson et Tucker sont assez amusantes. Chris Tucker se rend à New York et contacte les équipes de Michael pour le rencontrer. Il attendait d'avoir le coup de téléphone, mais celui-ci ne sonna jamais, il décide donc de rentrer à Los Angeles en jet privé. Une fois arrivé à l'aéroport de Los Angeles, il rallume son téléphone et constate qu'il avait un message vocal et c'était un des membres de l'équipe de Michael qui l'avait contacté pendant son vol. Et là, pour Chris Tucker, c'est l'ascenseur émotionnel. Ça, je le savais. J'étais sûr que tu étais en train de mentir. Chris, Michael aimerait te rencontrer demain dans la matinée. Donc je vais dans le cockpit pour demander au pilote de me ramener à New York en lui expliquant que j'ai rendez-vous avec Michael Jackson le lendemain à l'hôtel Four Seasons. Ils me font « Quoi ? Mais il faut qu'on appelle le bureau, on peut pas juste repartir comme ça !» Alors ils appellent le bureau, puis ils me disent « Bon ok, ça vous fera 50 000 $ de plus. » On retourne à New York, on atterrit, je rencontre Michael le matin et puis on est reparti à Los Angeles le soir même. Pendant ma courte attente à Los Angeles la veille, je ne suis même pas sorti de l'appareil. Je regardais mes messages pendant que l'avion roulait sur la piste. C'est la toute première fois que j'ai rencontré Michael. J'étais dans un jet privé à Los Angeles, je suis directement reparti d'où je venais. J'ai vraiment fait une folie ce jour-là avec tout l'argent que j'ai dépensé. C'est ensuite l'actrice Keishaya Dudley qui est choisie pour interpréter la jeune femme du clip et on aura quelques guests tels que Billy Draco, Michael Madsen et un des grands amis de Michael Jackson, un pionnier du cinéma, Marlon Brando. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Michael Jackson voulait mettre en scène son métrage en s'inspirant des films Sur les quais et Blanche Colombe et Vilain Monsieur. Marlon Brando étant la vedette de ces deux films, le choix était assez facile. Mais l'acteur est aujourd'hui principalement célèbre pour avoir joué dans le film Le Parrain de Francis Ford Coppola.
Conduis-toi comme un homme! Qu'est-ce qu'il prend, mon Dieu? C'est ça ce que tu es devenu? Un jeune premier d'Hollywood qui pleure comme une femme? Michael Jackson et Marlon Brando sont des amis de longue date. Son fils, Nico Brando, a d'ailleurs fait partie du staff de Michael pendant plusieurs années. On le voit apparaître quelques secondes dans le film Moonwalker et il avait d'ailleurs sauvé la vie à Michael lors de l'accident sur le tournage de Pepsi. Marlon Brando avait d'ailleurs déclaré sur Michael « Michael est mon meilleur ami, en tout cas le plus loyal alors que les autres m'ont trahi ». Et la présence de Marlon Brando dans le court-métrage est un marquage historique car c'est la dernière fois que nous le verrons apparaître dans un film avant sa disparition prématurée en 2004. Casting prêt, le film est prêt à tourner, et voilà ce qu'il raconte. Deux jeunes escrocs flânent dans un restaurant chinois lorsque leur attention est attirée par une jeune femme sortant d'un taxi et se dirigeant dans la direction opposée. Michael lance un pari à Chris, indiquant qu'il pourrait séduire la jeune femme. Ils décident de faire un resto-basket et se rendent dans le bar où ils voient la jeune femme rentrer. Une fois à l'intérieur, ils se rendent compte qu'ils sont dans le bar d'un des plus dangereux gangsters du secteur. Michael n'en a que faire, prêt à tout pour séduire la jeune femme. La musique se lance et Michael use de ses charmes jusqu'à se faire intercepter par les malfrats du lieu. Michael leur donne une bonne leçon jusqu'à ce que le chef mafieux fasse son apparition au milieu de l'incendie déclenché pendant la bagarre. Pas d'affrontement final, mais Michael arrive à s'échapper, retrouver sa dulcinée et s'enfuit avec elle à bord de la voiture de son ami. Et si on doit faire le bilan du clip, on peut dire que oui, cette fois-ci, Michael innove assez peu. Le film se révèle être une fusion entre Smooth Criminal et The Way You Make Me Feel, une mise en scène déjà présentée sur scène avec une chorégraphie empruntée de celle de Dangerous. Mais rétrospectivement et de manière très personnelle, ça fonctionne plutôt bien. Et en réalité, j'adore ce clip. L'utilisation de codes déjà existants n'est pas forcément une mauvaise chose. Et je reste toujours subjugué par la dernière partie où chaque bruit environnant prenne part à former la mélodie de la chanson. Bon après, quand j'ai découvert le clip du haut de mes 11 ans, je dois dire que je n'avais pas le recul nécessaire de ce que Michael avait déjà proposé auparavant. Le court-métrage s'accompagne même d'une bande-son et d'une musique d'ambiance proposée par Nicolas Pike, qui avait déjà travaillé avec Paul Hunter sur le clip de Wild Wild West de Will Smith. Et les Européens vont être les premiers à découvrir le métrage le 21 septembre 2001. Une première version du clip qui sera finalement retravaillée. Michael demande quelques modifications de plan sur la séquence d'ouverture et réarrange les bruitages environnants de la scène finale ainsi que le mix de la bande-son. Et une nouvelle version va être présentée 5 jours plus tard aux USA. Sony fait également monter 2 versions courtes du clip, une de 10 minutes et une de 6 minutes pour intégrer les programmes des chaînes musicales. Et le film va être récompensé le 23 février 2002 avec le NNACP Award du meilleur clip vidéo, décerné par le National Association for the Advancement of Colored People. Et il faut savoir que You Walk My World est la seule chanson d'Invincible qui va avoir droit à une prestation en live. C'est lors de la célébration du 30e anniversaire de sa carrière solo que Michael propose une prestation modeste, malheureusement toujours en playback, et s'accompagne de son acolyte du clip vidéo, Chris Tucker, mettant en avant leur sincère amitié qui s'était créée entre les deux. Usher fera également une brève apparition, ne manquant pas de gêner Michael pendant sa prestation. Mais Michael, toujours très bienveillant, accueille le jeune chanteur avec plaisir sur la scène. Quoi qu'on puisse penser de la chanson You Walk My World, une chose est sûre, c'est qu'elle divise. On peut noter un manque d'innovation, que ce soit dans son écriture, sa composition et son clip vidéo. Mais force est de constater que 20 ans après sa sortie, la chanson reste toujours extrêmement populaire et une des plus appréciées de la carrière de Michael Jackson aux yeux du grand public. Pour moi, la chanson est la représentation d'un artiste déjà mûr qui n'a plus rien à prouver aux autres et donne une chance inestimée à une chanson qu'il n'avait pas forcément sélectionnée de base. Car quand on y réfléchit, la chanson et son clip vidéo sauvent les meubles par rapport à ce que Mottola voulait faire, détruisant les ambitions de Michael qu'il avait pour Unbreakable. Michael arrive ainsi à rendre hommage à sa carrière pour son dernier clip scénarisé dans lequel il apparaît de son vivant. That girl's a pretty young thing.
That girl is mine. I think we should just beat it. Girl is dangerous. À Hong Kong, c'est moi, Michael Jackson. Et toi, Toutou, tu veux dire Tito? Et quand on y réfléchit, You Walk My World est finalement le bilan d'une réussite artistique qui reste humble et qui a su trouver sa place dans la discographie de Michael Jackson. Une chanson qui continue de faire danser les plus jeunes d'entre nous encore aujourd'hui. Et c'est sur ces mots que nous terminons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et ce que vous pensez du titre You Walk My World. Et surtout, likez, partagez. C'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi, je vous laisse. Ciao les amis.